Donc, bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau webinaire animé par Nicolas et Kevin de l'entreprise 3S Sécurité, donc sur la thématique de la cybersécurité. C'est le numéro 2 de la saison. Donc, quelques règles de fonctionnement avant de commencer. Hop. Donc, afin que ça se déroule le mieux possible pour tout le monde et éviter les interférences, on vous demande de couper vos micros et vos caméras. Et pour poser vos questions, vous pouvez le faire soit via le chat tout au long de la conférence, on reprendra les questions à la fin, soit vous rallumerez vos micros en fin d'intervention, vous pourrez les poser directement. Donc, avant de laisser la place à l'entreprise 3S, un rapide mot sur la SEM Numérica. Donc, nous sommes le pôle numérique de Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons 3 missions principales qui sont de développer les usages du numérique, de sensibiliser aux enjeux et aux opportunités offertes par le numérique aux entreprises et toute structure d'ailleurs, et également de faire émerger des projets collaboratifs et innovants sur le sujet du numérique. Donc, pour ce faire, nous avons 3 services marchands. Une brique immobilière, donc nous gérons un hôtel d'entreprise qui va de l'espace de coworking en passant par la pépinière, l'incubateur et l'hôtel d'entreprise. On a majoritairement des structures du numérique dans nos seins, dont des laboratoires du numérique. La deuxième brique, c'est Numérica Data. Donc, nous sommes fournisseurs d'accès Internet très haut débit et nous avons une salle d'hébergement. Et la dernière brique marchande, c'est Numérica Formation. Donc, nous sommes centre de formation agréé et bien sûr, nous traitons tous les sujets du numérique. Parallèlement à cela, nous avons 2 programmes dits d'intérêt général qui sont soutenus par la région de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, le premier s'appelle Industrie du futur. L'objectif, c'est d'accompagner la transition numérique des industriels en intégrant des solutions adaptées numériques pour qu'elles soient plus efficientes dans leur manière de produire. Et le deuxième, Go Innovation numérique. C'est dans ce cadre-là qu'ont lieu les webinaires, dont l'objectif est de sensibiliser à la transformation numérique par tout un tas d'actions. Donc, il y a des webinaires, des ateliers, des accompagnements individuels. Donc, un rapide focus sur les différents webinaires. Donc, on est le 3e, c'est déjà le 3e de l'année. Le suivant, au mois de juin, sera sur la thématique de la data. Donc, c'est vrai que cette année, nous avons fait le choix de faire un fort focus sur le management des données, parce que ça nous semble vraiment une thématique importante. Donc, il y avait 2 thématiques sur la cybersécurité et tout le reste, globalement, se concentre sur le management des données et l'application d'intelligence artificielle à des cas d'usage d'entreprise. Pour suivre nos actus et ne rien rater de ce qui se passe chez nous, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc, nous sommes présents sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. Voilà, je ne serai pas plus longue. Aurélie, Je laisse pardon, on a maintenant... perdu, pendant quelques secondes, sur la présentation du planning là, on a perdu complètement le son, la vidéo et tout. D'accord. Il faut peut-être le refaire si vous voulez, le refaire, mais voilà, on s'est Ouais. arrêté. Voilà, on a la dernière fois on a entendu, c'était de dire il y a déjà 3 présentations cette année. Voilà. D'accord, ok, d'accord. Merci de le signaler. Bon, vous n'avez rien raté de très important, hein. Ça, ce sera, c'est présent sur notre site internet et c'est les prochaines dates. Donc, ce que je disais, c'est que cette année, on a fait un fort focus sur le management des données parce que c'est un sujet qui nous semble vraiment important pour accompagner les entreprises et les sensibiliser à l'opportunité que cela représente pour elles. Donc, on avait 2 thématiques sur la cybersécurité et le reste est vraiment concentré sur le management des données et l'application d'intelligence artificielle à des cas d'usage en entreprise. Donc, voilà. L'autre chose, par contre, très importante, c'est que pour ne rien rater, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram. Donc, ça permet d'avoir les différentes infos sur tout ce qu'on peut organiser et proposer. Donc, n'hésitez pas à aller liker les pages ou à aller sur notre site internet pour vous abonner à la newsletter. Je ne serai pas plus longue. Je laisse maintenant la parole à Kevin et Nicolas. Bon webinaire à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue.
Donc, Kevin et moi, on va vous présenter l'épisode 2 de la formation. Bon, par contre, je vais essayer de vous partager mon écran. Voilà. Est-ce que c'est tout bon? Tout le monde le voit? Oui, c'est tout bon. Bien, donc voilà. Donc, c'était un webinaire organisé par Numérica. Il y a eu une première partie le mois dernier qui traitait un peu plus de l'aspect humain de la cybersécurité. Et aujourd'hui, nous, on va faire la transition entre l'humain et les outils que l'on est capable d'installer sur des infrastructures pour les entreprises pour être capable de se protéger un maximum de toutes les attaques. Donc, on va vous présenter un petit peu, voilà, notre société rapidement. On va parler du monde en transformation, expliquer justement pourquoi il y a autant de cyberattaques aujourd'hui. Ensuite, on parlera des types d'attaques que vous pourriez rencontrer, que vous êtes susceptibles de rencontrer. On va vous montrer comment on peut limiter ces attaques. Donc, ça reviendra un petit peu à dire ce qui a été dit la dernière fois, mais en quelques secondes. On fera une démonstration directe pour vous montrer une attaque particulière. Vraiment, en quelques secondes, vous allez voir, enfin, 2 minutes, 2-3 minutes, ça reste quelques secondes, mais vous montrer vraiment pourquoi il faut faire attention et pourquoi il faut aussi installer des outils, même si on est vigilant humainement parlant. Et ensuite, on vous présentera les différents outils qui existent aujourd'hui et qui peuvent être mis en place dans les entreprises. Alors, bien évidemment, on a une dizaine d'outils à vous proposer. Toutes les entreprises, par rapport à leur taille, leur fonctionnement, leur structure, n'auront pas besoin forcément de tous les outils, mais un certain nombre d'outils pourraient intéresser des entreprises par rapport à des besoins très spécifiques. Bien sûr, des entreprises de taille intermédiaire, voire importante, doivent, elles, avoir le panel complet des outils à disposition et se protéger le plus efficacement possible. Donc, en quelques mots, 3S Sécurité. Donc, nous sommes une entreprise spécialisée en sécurité informatique. Nous sommes maintenant 5 collaborateurs, donc toutes des personnes ingénieurs en système, en réseau, en développement et donc en cybersécurité. Donc, nous travaillions chacun dans notre domaine avant et on a décidé de se mettre ensemble pour proposer vraiment un service d'aide aux entreprises par rapport à la protection de leurs données. Aujourd'hui, il est clair et fondamental que les données informatiques sont vitales, et aussi bien pour le particulier que pour les entreprises. En effet, pour les entreprises, c'est carrément l'ADN de l'entreprise. Si l'entreprise perd ses données, elle perd accès à quasiment tout. Vous perdez les accès à la comptabilité, vous perdez vos accès clients, tous les devis que vous avez faits, toutes les factures que vous avez faites, tous les dossiers en cours, c'est une catastrophe. Donc, voilà, notre idée, c'était de dire, on propose notre expertise, nos services à des entreprises pour les aider à se protéger, pour les aider à faire face à toutes les attaques qu'ils pourraient rencontrer. Alors, on intervient à la fois en amont, c'est-à-dire qu'on est expert pour dire on va préparer avec les entreprises le fait que potentiellement elles soient attaquées. On va travailler avec des gens en cours d'attaque et on est capable après d'aider les entreprises qui se sont fait attaquer. Donc, on va dire que le monde est en transformation. Depuis quelques temps, bien évidemment, le numérique a une part vraiment importante de nos vies. Et le Covid-19, en 2020, nous a vraiment montré que c'est une partie fondamentale de tout notre fonctionnement. En plus, comme on va dire une bonne partie de l'humanité a été forcée de rester à la maison, que les entreprises ont été obligées malgré tout de travailler, que les gens ont été obligés de communiquer les uns avec les autres, on a vu une explosion de l'utilisation du numérique, où des gens ont acheté des portables, les entreprises ont fourni des portables à leurs salariés pour qu'ils travaillent à distance, on a vu exploser le télétravail alors que ça n'existait pas. Donc vraiment, entre 2000 et 2020, on avait vraiment vu une vraie transformation numérique pour tout un tas d'entreprises. Alors, c'est très bien parce que ça nous permet d'avoir de nouveaux usages, ça nous permet de travailler autrement, ça nous permet de voir le monde autrement, c'est très bien. Par contre, il y a aussi un certain nombre de risques qui sont apparus par rapport à cette transformation qui a été faite extrêmement rapidement. Dans certains cas, des entreprises ont vu leur infrastructure exploser en vol parce qu'à la base, ils n'avaient pas prévu qu'il y ait des tonnes de personnes qui se connectent à distance. Bon, bref, tout le monde est obligé de s'adapter et c'est très bien. Par contre, il y a un certain nombre de menaces qui sont apparues par rapport à cette explosion, à cette transformation hyper rapide. La première des types de menaces, c'est un manque de préparation au stockage des données. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est relativement clair, c'est que tout d'un coup, on avait
on travaillait beaucoup plus sur des fichiers que lorsqu'on était en réunion ou dans l'entreprise. Donc, où on stocke nos données? Est-ce qu'on les stocke sur notre ordinateur? Est-ce que l'entreprise nous a prévu des outils pour sécuriser le stockage des données et qui ne soient pas sur nos ordinateurs, mais dans l'infrastructure de l'entreprise? Bref, il y a tout un tas de questions qui se sont posées. Et les grosses entreprises ont pu faire assez bien face. Par contre, les petites entreprises, elles, qu'est-ce qu'on faisait des données? Où sont les données? Il y a des gens qui ne savent pas où sont stockées leurs données. Est-ce qu'elles sont sur leur disque dur? Est-ce qu'elles sont sur un drive dans le cloud? Est-ce qu'elles sont dans l'entreprise? Bref, on ne sait pas où sont les données. Et comme on l'a dit, les données, c'est vraiment notre ADN, c'est vraiment quelque chose de vital. Donc, manque de préparation pour le stockage des données. Manque de formation et sensibilisation pour les équipes. Oui, du jour au lendemain, les gens ont été obligés de rester chez eux. On leur a donné peut-être un portable, on leur a dit qu'il faut l'installer à la maison, il faut peut-être installer un VPN, ceci ou cela. Des gens n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas formés, ils ne savent pas comment ça marche, ils ne savent pas les dangers du numérique. Donc forcément, il y a aussi des failles qui sont apparues parce que les gens, du côté humain, n'étaient pas formés ou ne savaient pas ce qu'il fallait faire ou pas faire, en tout cas des bons gestes. Donc, on nous a formés à dire il faut prendre du gel hydroalcoolique, il faut se laver les mains, il faut mettre des masques, etc. Donc, sur cet aspect, on va dire, humain, physique, on n'a pas eu de problème, on a été formaté. Par contre, sur l'aspect logique, sur l'aspect des données dans les entreprises, personne ne nous a rien dit et les entreprises elles-mêmes, des fois, les responsables informatiques étaient dépassés. Et je dis ça quand il y a encore un responsable informatique, c'est-à-dire qu'il y a une équipe informatique. Dans certains cas, certaines entreprises sont toutes seules et ne savent pas ce qu'il faut faire. Un aspect qui est apparu aussi, c'est qu'en fait, on stocke des données, des entreprises stockent des données dans le cloud. Ça peut être chez Google, ça peut être chez Microsoft, chez Apple ou tout un tas d'autres prestataires. Par contre, les données ne sont pas sécurisées. On pense qu'elles sont sécurisées, on pense qu'elles sont sauvegardées, mais c'est absolument faux dans 90% des cas. Ensuite, on a vu aussi apparaître la notion d'automatisation des attaques, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes malveillantes ont commencé à se dire super, tout le monde est dans le nuage, tout le monde est connecté à distance maintenant, il y a plein de failles de sécurité un peu partout, on va se mettre à automatiser les attaques pour en faire, c'est-à-dire qu'on fait des outils, ça attaque tout un tas de personnes sur tout un tas de vecteurs d'attaque et quelque part, l'attaquant a un tableau de bord en disant j'ai envoyé 100 000 attaques, il y en a 10 000 qui ont réussi, etc., etc. Donc, on a vu vraiment une explosion, quelque part une automatisation des attaques. Donc, voilà un petit peu, sans vous faire peur, mais voilà un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est accéléré grâce ou à cause du Covid, selon de quel côté vous êtes. Mais c'est une opportunité que l'on a. Ce monde en transformation est une vraie opportunité. Il y a des belles choses, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Maintenant, il faut que nous, entreprises, on arrive à se protéger, à protéger nos données, à protéger toute cette valeur qui fait que notre entreprise vaut quelque chose. Alors, sur cette diapositive, on va commencer à parler de 4 premières attaques que vous pourriez rencontrer. La première attaque, c'est une attaque par déni de service. Alors, une attaque par déni de service, en anglais, c'est DDoS ou DOS. En fait, c'est une attaque qui vise les ressources d'un système et qui est lancée en fait, à partir d'un certain nombre de machines. En clair, des attaquants, des pirates, vont envoyer tout un tas, comme on l'a vu, une automatisation pour essayer de transformer vos machines, vos portables, vos machines à la maison, quelque part en machines zombies. Ce sont des machines qui sont infectées et qui ne bougent plus et qui attendent l'ordre du pirate pour attaquer. Pour attaquer quoi? Par exemple, une cible, un concurrent. Moi, 3S Sécurité, je pourrais dire, j'ai un concurrent dans la région, je veux détruire son site web, ou en tout cas qu'il soit inutilisable pendant un certain temps, pour montrer que lui-même, qui fait de la sécurité, n'est pas assez protégé. Voilà. Je vais faire appel à des pirates qui vont me proposer 100 000, 1 million, 2 millions de machines qui vont en même temps attaquer les serveurs de mon concurrent. Voilà. C'est ce qu'on appelle une attaque par déni de service, c'est-à-dire une multitude d'ordinateurs qui vont attaquer une machine ou plusieurs machines en particulier. On a l'attaque de… Alors, on décrit des attaques là, mais on ne va pas trop rentrer dans les détails parce que ça peut être vite très technique et le but du jeu, ce n'est pas forcément de vous perdre. L'attaque de man in the middle, ce qu'on a traduit en français par l'homme au milieu, consiste en fait pour un pirate à intercepter la communication entre une source et sa destination. En clair, je veux discuter avec mon grossiste sur un certain nombre de choses, donc on va échanger des données, on va échanger des mails, et ce que va faire le pirate, c'est qu'il va se mettre entre nous deux. Il va réussir par des moyens techniques, à récolter tous mes messages, à intercepter tous mes messages, à les lire et à les renvoyer à mon destinataire. Alors, tant qu'il fait ça, je dirais que c'est… Bon, il écoute toutes les conversations, c'est déjà grave, mais ça va encore. Mais dans certains cas, il peut modifier des choses.
L'attaque, il peut changer la valeur de mes mails, il peut changer la valeur de mes commandes, il peut par exemple dire, moi je veux que, je sais pas moi, je fais une commande à mon grossiste pour 50 écrans d'ordinateur. Eh ben, pour être livré par exemple à Dijon, eh ben, lui, il va changer l'adresse de livraison par exemple. Et puis, c'est lui qui va le recevoir et puis après, on ne le retrouvera pas. Ce sont des exemples très pratiques dont on parle là. Donc, l'attaque de man in the middle est très embêtante parce que en fait, la personne voit vraiment tout ce qui se passe et peut modifier nos conversations. Une attaque aussi qui est très importante et qui rejoint la première conférence, la première partie de la conférence il y a un mois, c'est l'usurpation d'identité. C'est-à-dire que là, on est derrière un écran. Voilà, je vous fais une présentation. Aurélie vous a dit que j'étais Nicolas Dussert et que mon collègue était Kevin Lecrola. Très bien, mais en fait, vous pensez que c'est vrai, mais ça se trouve, on n'est pas du tout les personnes qu'on prétend être. D'accord ? Et l'usurpation d'une identité a été un jeu pendant un certain temps, mais devient quand même très embêtant. C'est-à-dire que c'est en fait maintenant une personne qui se fait passer pour vous. C'est-à-dire que peut-être que je ne suis pas Nicolas Dussert, peut-être que je me fais passer pour lui, mais alors que je ne suis pas lui. Alors là, en l'occurrence, pour le webinaire, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, pour un certain nombre de choses, oui, quand vous vous authentifiez sur des services, sur les impôts, sur la banque, etc., et que vous faites passer pour une personne que vous n'êtes pas, ça veut dire que vous allez pouvoir récupérer l'identité d'une autre personne et obtenir des choses simplement en se faisant passer pour elle. Donc ça, c'est une attaque très, très délicate et c'est une attaque qui on va dire, qui est intéressante aujourd'hui pour les pirates parce que ça permet encore une fois de se faire passer pour d'autres personnes pour généralement récolter de l'argent ou faire des mauvaises choses. Voilà. Ensuite, une attaque, une des plus anciennes que l'on connaît, c'est la force brute. Alors la force brute, c'est, comme son nom l'indique, voilà, c'est une force brute. C'est de dire, par exemple, voilà, je connais l'identifiant de Nicolas Dussert, il s'appelle Nicolas Dussert, je vais essayer sur tous les services que je trouve, chez OVH, chez Gmail, chez Apple, chez Microsoft, etc., de voir si l'identifiant existe. Donc je vais essayer, par exemple, nicolas.dussert@groupe3.eu. OK, donc ça, j'ai déjà la personne, elle a mon mail. Et bien après, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de trouver mon mot de passe. Et pour trouver mon mot de passe, elle va essayer tout un tas de combinaisons. Elle va le faire de manière intensive jusqu'à ce qu'elle arrive à trouver et à décrypter mon mot de passe. Voilà. Donc, ça, c'est une attaque qui existe depuis très longtemps, c'est une des plus vieilles. Par contre, maintenant, on arrive à atténuer, on a tout un tas d'outils, nous, ne serait-ce qu'informaticiens, que l'on met en place, ou même les gens comme Microsoft, etc., des grosses structures, parce qu'on sait limiter. Parce que quand on voit tout un tas de paquets qui arrivent les uns après les autres avec la même demande, on sait que potentiellement, c'est une attaque par brute force. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous voyez sur certains sites, quand vous avez perdu votre mot de passe, que vous essayez 3, 4 fois ou 5 fois votre mot de passe, le site vous dit attendez une heure ou attendez une journée ou appelez un service pour débloquer, tout simplement parce que derrière, on vous a bloqué en se disant ça, c'est une attaque de brute force. Je laisse la parole, j'ai un peu trop causé, je laisse la parole à Kevin pour parler d'autres attaques. Donc, je vais poursuivre sur des attaques qui sont là vraiment purement techniques. On a vu pour le moment des attaques parfois un peu techniques ou moins. Par exemple, l'usurpation d'identité, ça peut être plus de l'ingénierie sociale. C'est appeler un fournisseur téléphone pour dire j'ai perdu ma carte SIM et puis donner le nom d'une autre personne et on reçoit la carte SIM d'une autre personne. Voilà, ça, c'est pas forcément des attaques techniques, mais pourtant, elles sont très dévastatrices. Là, on va avoir des attaques plus techniques. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ce n'est pas le but non plus. Mais il faut quand même qu'on les voit. Pourquoi ? Parce que c'est principalement ces attaques qui sont automatisées. C'est-à-dire qu'on a sur Internet des programmes qui tournent constamment, qui testent sur toutes les IP ce type d'attaque. Et quand ils en trouvent, eh bien, ils exploitent après la faille. Une injection SQL, qu'est-ce que c'est ? Alors, vous devez tous connaître le principe d'une base de données. Donc, quand on a un site Internet, derrière, très souvent, on a une base de données qui va stocker toutes les données. Et le fait d'exploiter une faille d'injection SQL, en fait, ça permet d'envoyer des ordres à cette base de données et d'envoyer des ordres qui n'ont pas été prévus par les développeurs du site Internet. Par exemple, en fonction de où on clique sur un bouton, ça va demander des ordres à la base de données, mais ça va se limiter à restituer la liste des achats, restituer la liste de ce qu'on a dans notre panier, restituer des données.
eh ben, moi, si j'ai la possibilité de faire une injection SQL, je pourrais demander au serveur de supprimer toute la base de données, par exemple. Mais ça permet aussi de voler des comptes, des mots de passe, etc. On a ensuite des virus de type malware. Donc là, ce sont des fichiers dont l'objectif, c'est de s'exécuter sur votre machine et qui vont avoir un comportement malveillant. Il y a plusieurs types de comportements malveillants et il y en a notamment un qui consiste, par exemple, à chiffrer tous les fichiers de votre ordinateur. Et celui-là, il a un petit nom spécifique, c'est le ransomware. Pourquoi ransomware? Parce qu'en fait, généralement, ce que les attaquants font quand ils chiffrent toutes les données tous les fichiers d'un PC ou d'une entreprise, c'est qu'ils demandent une rançon derrière. Ensuite, on a les failles XSS. Alors, les failles XSS, ça ressemble un petit peu aux injections SQL. Les injections SQL, on en a parlé dans le cadre de sites Internet. Et bien, les failles XSS, c'est pareil, on est aussi dans le cadre de sites Internet où en fait, ça permet d'exécuter du code qui n'est pas présent à la base sur le site. Ça permet de faire exécuter du code sur l'ordinateur d'une autre personne. On a juste à lui transmettre un lien. La personne clique sur ce lien et ça va déclencher du code sur son poste. Et vous allez mieux comprendre tout à l'heure comment ça fonctionne parce qu'en fait, la démo que je vais réaliser sera basée sur une faille XSS. Et enfin, on a tout ce qui est élévation de privilèges. Alors, ça, c'est important de prendre en compte le fait d'empêcher les élévations de privilèges. Concrètement, c'est quoi? Imaginez que votre entreprise expose un site Internet. Et si on a mal fait les choses, le compte utilisé pour démarrer le service Internet sur la machine, si c'est un compte administrateur, et bien là, on va avoir un problème. Pourquoi? Parce que le pirate qui arriverait à compromettre le site web, s'il arrive sur la machine, il arrivera en tant qu'administrateur. À l'inverse, si on lance le service du site web avec un compte qui n'a aucun droit, si ce n'est de lancer ce service, le hacker aura beau compromettre le site web, quand il arrivera sur la machine, il sera avec un compte qui ne pourra rien faire. Mais des fois, il existe des failles qui permettent malgré tout de faire de l'élévation de privilèges, c'est-à-dire de passer d'un compte qui n'a pas de droit à un compte administrateur. C'est bon pour le type d'attaque, Kevin? OK. Alors, comme on l'a vu la dernière fois, dans le premier épisode, vraiment le facteur humain, c'était très bien dit, on le redit, ce facteur humain, il est fondamental. En informatique et en sécurité informatique, c'est l'humain qui est quasiment la base de tout, ok, dans 80% ou 90% des cas. Donc, il ne faut surtout pas négliger l'humain. Alors maintenant, le problème de l'humain, c'est que on ne connaît pas tout. Là, vous avez entendu un certain nombre de choses dont on vous a parlé, des types d'attaques. Certains d'entre vous ont peut-être entendu, d'autres pas du tout. Donc, on ne peut pas être expert en tout et on ne peut pas tous être expert en cybersécurité. Donc, un certain nombre de conseils ont été donnés la dernière fois. On va en redonner encore un ou deux là, mais un certain nombre de conseils ont été donnés. Il ne faut absolument pas négliger le facteur humain, mais d'un autre côté, on a aussi des outils qui vont permettre de décharger la responsabilité de l'humain. Ça ne veut pas dire que l'humain ne sera plus responsable des attaques qu'il peut avoir et de ce qu'il peut subir au niveau cyberattaque, bien évidemment. Par contre, lui dire on va l'aider, on va l'accompagner à se défendre, à se protéger et avoir des bons réflexes qui vont lui permettre de minimiser les attaques ou la quantité d'attaques qu'il pourrait recevoir. Voilà. Donc, l'humain a une réponse importante aux cyberattaques, mais encore une fois, il ne fait pas tout. Alors, déjà, comment limiter ces attaques en quelques mots? On ne va pas répéter ce qui a déjà été dit, mais la formation. La formation, c'est un enjeu capital. Déjà, ce qui est fait aujourd'hui et des gens qui participent aujourd'hui, c'est déjà très bien. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'il pouvait y avoir un danger, ils ont compris qu'il fallait quand même se sensibiliser. Donc, un certain nombre de personnes sont venues la dernière fois, là aujourd'hui aussi. Donc, on commence on va dire, à sensibiliser les gens, à sensibiliser le grand public et les entreprises au fait qu'il y a un danger et qu'il faut se protéger. Mais ça nécessite de la formation. Expliquer aux gens, leur dire, les former, leur expliquer des choses, leur donner les bons outils, les bons tuyaux, les bons réflexes pour qu'ils s'en sortent. Ensuite, des choses simples aussi, limiter les accès. Moins une personne a accès à des données sur un ordinateur, mieux c'est. Alors,
Bien évidemment, il ne faut pas limiter les accès sur des données qui sont intéressantes ou où la personne a besoin, sur lesquelles elle a besoin de travailler. En clair, si une comptable ne peut pas travailler sur les devis, les factures, les documents comptables, etc., ça n'a aucun intérêt de limiter les accès. Par contre, est-ce qu'un employé ou est-ce qu'une secrétaire ou est-ce qu'un chargé de communication ou un ouvrier sur le terrain peut voir en arrivant sur le système d'information d'entreprise des données de la comptabilité? La réponse est bien évidemment non. Pourquoi? Parce que, peut-être que ça ne le regarde pas, mais ça, c'est une question d'organisation. Mais surtout, s'il ne voit pas ces données, c'est-à-dire que c'est bien segmenté, bien cloisonné, et bien même s'il fait une bêtise, même s'il clique sur un mauvais lien, il ne verra pas les données et donc les données ne seront pas compromises. Bien évidemment, très important, fondamental, effectuer des mises à jour. Mais des mises à jour de tout ce qui est possible d'être effectué. Bien évidemment, les systèmes d'exploitation, bien évidemment, les sites web, bien évidemment, les serveurs pour un service informatique, mais aussi pour vous, utilisateurs, vos périphériques, les tablettes, les téléphones, vos ordinateurs personnels, etc. Donc, plus on est à jour, moins on a de risques de se faire attaquer. Il y a des attaques qui ont défrayé la chronique les 10 dernières années, mais on s'apercevait que ces attaques-là, en fait, le bug était connu, la faille était connue depuis 5 à 10 ans. Les gens n'avaient simplement pas mis à jour leur ordinateur. Donc, c'est quand même dramatique. Apprendre à repérer le phishing, donc on n'en parlera pas trop loin là, mais c'est simplement de dire attention quand le phishing, c'est de se faire amorcer, on en parlait la dernière fois, mais faites attention. Quand vous recevez un mail d'une personne que vous censez connaître, qui vous écrit dans une autre langue, qui vous parle de choses complètement incompréhensibles, ne cliquez pas dessus. Si vous avez un mail qui arrive dans les spams, méfiez-vous. Si vous avez un antivirus qui vous dit votre mail ou votre pièce jointe, elle est critique, faites attention, ne cliquez pas dessus. Dans tous les cas, si vous ne savez pas, au pire, mettez le mail de côté, ne l'ouvrez pas et essayez de contacter la personne pour savoir si c'est bien elle qui vous l'a envoyé et qu'est-ce qu'elle veut vous dire. Et à ce moment-là, si elle vous dit oui, c'est moi qui vous l'ai envoyé, potentiellement, OK, vous pouvez l'ouvrir. Faites attention à ça. Être très vigilant au quotidien sur toutes les choses qui vous paraissent anormales en informatique. Alors, c'est dur à dire, c'est dur à expliquer, mais il y a quand même des choses qui peuvent vous alerter. Et enfin, la dernière des choses qui est évidente, mais pas tant que ça pour certaines structures, et notamment ça a explosé avec le Covid, c'est que on avait l'ordinateur portable ou l'ordinateur fixe que l'on avait pour le matériel professionnel, et comme on ne pouvait plus bouger, on l'a rapporté à la maison. Et à la maison, il peut y avoir des enfants qui vont regarder une vidéo, qui vont aller sur YouTube, qui vont faire des choses d'enfants, etc., mais qui ont un comportement qui n'est pas aussi adapté que le vous à faire attention aux choses. Et quand on commence à mélanger du personnel sur du professionnel, ce n'est jamais bon. Donc oui, c'est un investissement, mais séparez bien le matériel professionnel du matériel personnel. Voilà. En quelques mots, ça a déjà été en partie dit la dernière fois, mais on tenait vraiment à insister sur ces points. On va passer à la démonstration. Donc, Kevin va reprendre la main et nous expliquer en quoi il va nous faire du mal. Ok, je vais partager l'écran. Attends, il faut que j'arrête peut-être le mien. Voilà. Ok. Vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est parfait. Oui, parfait. Alors, ok. Donc, je vais vous montrer une attaque qui, en gros, pour objectif de vous montrer que la sensibilisation, oui, c'est important. La formation, oui, c'est important. Mais là, je vais réaliser une attaque où, même en prenant toutes les mesures, en vérifiant tout, ça va passer quand même. Et le but du coup, de cette attaque, c'est de vous démontrer, en quelque sorte, que l'humain ne suffit pas. C'est important. Ça permet de bloquer pas mal d'attaques, mais ça ne suffit pas. Donc, pour cette démonstration, évidemment, je ne peux pas vous faire une démonstration d'une attaque sur un vrai site. C'est interdit par déontologie. Et du coup, j'ai développé un site pour vous faire cette démo. Et on va partir du principe, pour la démonstration, qu'il s'agit d'un site e-commerce et que ce domaine est un domaine connu, que tout le monde reconnaît et que ce site est censé être fiable. Donc, on a un système d'authentification classique. Là, je vais me connecter. Hop. Et on arrive ici. OK, donc là, on a un site où on peut acheter des produits. On voit ici qu'il me souhaite la bienvenue. On retrouve un solde. Donc, on peut déposer de l'argent sur le site pour ensuite acheter des produits.
Et ici, on a un système de recherche classique qui nous affiche les différents produits en fonction de ce qu'on recherche. OK, très bien. Là, le problème, c'est que avec mes 4,55 €, je ne vais pas pouvoir acheter grand-chose. Et il se trouve que j'ai appris que mon patron, que vous voyez ici, Nicolas Dussert, eh ben, il va sur le même site pour faire ses achats et mon intuition me dit qu'il a peut-être plus de sous que moi. C'est vraiment qu'une intuition. Du coup, je vais voir si je peux exploiter une faille sur ce site. Et il se trouve que oui, il y a une faille qu'on peut exploiter sur ce site qui est la fameuse faille XSS. Alors, pour vous expliquer rapidement, là, quand on tape une recherche ici, que je fais valider, donc là, évidemment, il n'y a pas de produit qui s'appelle test, donc on n'a pas de produit affiché, mais par contre, je vois que ma recherche, le mot que j'ai tapé s'affiche ici et dans l'URL, ici. Donc ça, c'est pas mal déjà, parce que ça veut dire que si je teste de changer ça ici directement, eh bien, ça marche. Là, maintenant, je vois que sur la page, j'ai Toto. Et là, on en arrive à comment faire exécuter du code sur le PC d'une autre personne. À partir du moment où j'ai ce mot qui est dans la page, votre navigateur, en fait, lui, il reçoit du code HTML, il interprète tout ça et il vous affiche le visuel. Donc, en fait, ce que je mets ici, ça va être dans le code HTML. Mais du coup, le navigateur, il sait interpréter du code. Donc, si je lui mets ça, ça c'est du code JavaScript qui va faire une pop-up. Si je lui mets ça, techniquement, eh ben, on voit la pop-up arriver puisque mon navigateur a interprété ce code-là. Ce qui veut dire que si j'envoie ce lien à Nicolas, eh bien, je vais pouvoir faire exécuter ce code-là sur le PC de Nicolas. Alors, ce code-là, il n'a aucun intérêt. Il va juste avoir une pop-up sur son PC. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du code qui va récupérer son cookie et qui va me l'envoyer. C'est-à-dire mon authentification. Voilà, le cookie, c'est un jeton qui permet d'être authentifié ensuite sur la plateforme. Donc, ce que je vais faire pour réaliser mon attaque, pour m'envoyer le cookie, je vais me faire un serveur web rapidement. Vous allez voir, en un clic, c'est fait, pour pouvoir envoyer le cookie sur cette adresse. Hop, j'ai un serveur à cette adresse. À chaque fois que je vais faire des requêtes sur cette adresse, je vais voir les données apparaître ici. Et maintenant, je vais créer le code JavaScript donc, qui est ici. Alors, je vais vous épargner les explications. C'est juste pour montrer comment ça peut fonctionner. Voilà. Donc, je mets l'adresse ici de mon serveur. Tac. Et ensuite, je n'ai plus qu'à mettre ça dans l'URL. Et je n'ai plus qu'à mettre ça ici. Et ça, je vais l'envoyer par mail à Nicolas en espérant qu'il clique dessus. C'est pas gagné. Hein. Et s'il clique dessus, eh bien, je vais pouvoir récupérer son cookie. Hop. Envoyer. Ouais, tu me passes la main que je montre que je clique dessus, non? Wow, oui, bon, après, tu peux, si tu cliques pas, de toute façon, ici, on n'aura pas de données. Là, j'ai la page. Dès que tu auras cliqué, ici, on verra les données apparaître. OK. Alors, je reviens sur mon site. Donc, j'ai bien reçu un mail de Kevin le crawler avec un lien dedans. Alors là, je lis vite, je connais Kevin, je pense que c'est une chose importante. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique directement sur son lien. Ah oui. Voilà, ça y est, j'ai cliqué sur son lien. Et voilà, on voit que Nicolas a cliqué et je viens de recevoir son cookie qui est ici. Alors, comment je fais maintenant pour me connecter sur son compte? Je retourne ici. Ben, en fait, c'est très simple. Bon, déjà, ça, on va enlever. OK. Depuis le site, quand on tape sur F12, on arrive là-dedans. Alors, vous n'avez peut-être jamais vu, mais... C'est une fenêtre de votre navigateur, hein, ça, tout le monde l'a. Mais en gros, dans l'onglet Applications, on va retrouver le cookie pour ce domaine-là. C'est-à-dire le jeton d'authentification. Voilà, donc là, je retrouve le cookie pour ce domaine-là parce que j'ai fait F12 depuis ce site Internet. Et là, maintenant, ça, c'est mon cookie à moi qui correspond à mon compte. Mais si je mets la valeur de cookie que j'ai récupérée qui correspond donc à Nicolas, j'appuie sur Entrée. Et là, si j'actualise,
J'actualise. Tu te reconnectes peut-être. On va se reconnecter. OK, et on va changer le cookie. Bon, ça marchait très bien juste avant, hein, vous imaginez. Ah, OK, je sais pourquoi ça marche. Voilà. Et là, si je fais F5, voilà, ça m'affiche « Bienvenue Nicolas ». Et là, j'ai plus 4,55 €. J'ai le solde de mon patron. Mon intuition était bonne, il a un peu plus de sous que moi. Et là, je vais pouvoir acheter des produits avec son solde. Et dans cette attaque, vous aurez remarqué qu'à aucun moment, j'ai eu besoin de son mot de passe. Nicolas a pu mettre un mot de passe très compliqué et malgré tout, j'en ai pas eu besoin pour vous lui expliquer son compte. Voilà, je vais passer la main à Nicolas. Je laisse reprendre le partage. Tu départages? Ouais. Super. Donc, il faut que je repartage l'écran. OK, donc on a vu la démonstration. On va accélérer un petit peu parce qu'on est en train de prendre du retard. Donc là, l'idée c'était très simple. Hein. Ce que vous a montré Kevin, ça paraissait un petit peu technique, mais en fait, c'est très simple à faire. Alors, si on sait le faire, mais vous avez vu qu'il a récupéré mon jeton et grâce à ça, il a accès à mon compte sans jamais mettre mon identifiant mot de passe. Donc, c'est vraiment dangereux. Donc, on a vu, l'humain est important, mais il n'y a pas que l'humain, il nous faut aussi des outils. Et là, ce qu'on va vous proposer, là, la fin de la session, là, c'est de vous proposer des outils que vous allez pouvoir utiliser qui vont vous aider à vous protéger. Alors, encore une fois, hein, tous les outils ne peuvent pas être utilisés dans tous les types d'entreprises. Si vous êtes deux dans l'entreprise, vous n'avez peut-être pas besoin de mettre en place tous les outils, mais un certain nombre peuvent être importants. Si vous êtes une entreprise d'une taille plus importante, oui, vous allez mettre en place un certain nombre d'outils. Voilà, donc je vais laisser la parole à Kevin qui va vous présenter tous ces outils. Voilà, alors pourquoi juste avant de vous présenter donc, le proxy, en l'occurrence, pourquoi on voulait faire cette attaque en démonstration? Parce que c'est une attaque où Nicolas pouvait avoir un mot de passe très compliqué sur son compte. Le site est bien en HTTPS. Le lien que je lui ai transmis, c'était bien le lien du vrai site. L'expéditeur, c'est un collaborateur. Donc, en fait, on aura beau sensibiliser Nicolas, face à cette attaque, il ne pourra rien faire. C'est-à-dire qu'il sera amené à cliquer sur le lien et l'attaque me permettra de piquer son compte en dépit de toutes les formations qu'on pourra lui donner. Et donc, c'est là qu'interviennent les produits, les outils qui vont permettre de sécuriser vos utilisateurs, votre infrastructure, parce que la sensibilisation, ça vous protège contre un certain nombre d'attaques, mais pas contre toutes les attaques. En l'occurrence, l'outil qui permet de protéger contre ce type d'attaque, ici, c'est le proxy. Pourquoi? Parce que, vu que c'est un site en HTTPS, en l'occurrence, dans la communication entre le PC de Nicolas et le serveur web, tout est chiffré. Donc, en fait, tous les outils intermédiaires, par exemple votre pare-feu, ne vont pas pouvoir voir le contenu des requêtes. Et donc, le code que j'ai rajouté dans l'URL est du coup chiffré par le protocole HTTPS. Donc, les outils ne peuvent pas voir qu'il y a une attaque XSS en cours, sauf le proxy. Le proxy, c'est justement un outil qui fait exactement ce qu'on a vu précédemment avec l'attaque de Man in the Middle. C'est-à-dire que c'est un outil qui se met en intermédiaire entre les clients et les serveurs. Sauf que là, il est officiel, celui-là. Sauf que là, lui, il est officiel, c'est ça. Et du coup, ce proxy voyant les communications en clair, et il n'y a que lui qui les voit en clair, hein, sinon, entre le client et le proxy, c'est chiffré, entre le proxy et le serveur, c'est chiffré. Mais au milieu, le proxy, il voit les communications en clair. Donc lui, il va pouvoir voir l'URL complète. Donc, il va pouvoir voir qu'il y a du code JavaScript dans l'URL. Et ça, c'est très douteux. Et ça, du coup, le proxy va le bloquer. Et si le proxy bloque, eh bien, Nicolas n'atteindra pas la page en cliquant sur le lien, et donc moi, je ne recevrai pas son cookie. Ça m'amène ensuite sur le pare-feu. Alors, pourquoi j'ai mis le pare-feu juste après? Parce qu'en fait, souvent, le pare-feu intègre un proxy. Donc, c'est souvent une option, on n'est pas obligé de mettre le proxy sur un pare-feu, mais ça va souvent ensemble. Le pare-feu, c'est ce qui va vous permettre principalement de structurer vos réseaux. Tout à l'heure, on a parlé du ransomware. Si vous avez un seul réseau dans votre entreprise et qu'une machine
se fait compromettre par un ransomware, et bien là, vous aurez le risque que toutes vos machines se retrouvent dans un état chiffré. Si vous séparez par fonction, on va dire, on peut imaginer un réseau pour la production, un réseau pour la comptabilité, pour les ressources humaines, etc., etc. Et bien là, si c'est une personne de la comptable qui se fait compromettre son ordinateur, dans ce cas-là, on n'aura que le réseau de la comptabilité qui sera compromis. Et donc ça, le pare-feu permet de gérer ça de manière très efficace. Et ça permet aussi de se protéger contre les attaques de type DDoS, par exemple. Là, sur le pare-feu et le proxy, on a des outils qui nous protègent contre tout ce qui est requête. Mais si on veut se protéger contre des fichiers, contre des virus, là, il faut prévoir un antivirus. Alors, il y a une question qui revient souvent, est-ce que Windows Defender suffit? Pour un particulier, oui. En fait, il est aussi efficace que les autres antivirus. Ce qu'apportent les autres antivirus, c'est le fait de pouvoir centraliser la gestion de tous les antivirus qui sont présents sur les postes de vos utilisateurs. Si vous voulez déclencher une mise à jour, si vous voulez bloquer un type de fichier pour tous les utilisateurs, vous ne pourrez pas le faire avec Windows Defender, ou alors il faudra passer sur chaque poste. Donc, on préconise dans le cadre d'une entreprise de prendre un antivirus avec, là, il y en a qui sont très bien, il y a Trendmicro, il y a Kaspersky, qu'on aurait conseillé avant, maintenant un peu moins. C'est son côté russe. Voilà, c'est développé en Russie. Mais il y en a plusieurs, et l'idée, c'est qu'ils sont tous efficaces. Après, c'est surtout qu'est-ce qui vous apporte en plus dans la gestion de votre flotte d'antivirus. On a ensuite le VPN. Donc ça, c'est… Alors là, on a entendu beaucoup parler avec le Covid. Exactement. C'est ce qui permet de vous connecter à distance de manière sécurisée sur le réseau de votre entreprise. Pourquoi on dit de manière sécurisée? Parce que déjà, pour se connecter via le VPN, il faut un identifiant mot de passe, généralement. Ça peut être autre chose, mais généralement, on utilise un identifiant mot de passe. Et les communications qui se feront entre chez vous et le réseau de votre entreprise seront chiffrées. Donc, s'il y a quelqu'un qui scanne le réseau pendant que vous travaillez via un VPN, il pourra voir les requêtes passées, mais elles seront chiffrées, donc il ne pourra pas lire le contenu. Ensuite, on a sécurisé sa messagerie. Oui, très souvent, un des vecteurs d'attaque peut-être le plus utilisé, c'est la messagerie. C'est-à-dire que c'est par là que j'ai envoyé le lien à Nicolas pour récupérer son compte, c'est par là qu'on peut envoyer des virus. Et c'est par là, c'est le vecteur que comprend l'humain. Donc la messagerie, il le comprend. Et donc on travaille sur l'humain pour attaquer l'humain. C'est par là qu'on fait de l'ingénierie sociale également. Voilà, donc c'est un vecteur d'attaque qui est très important. Donc celui-là, on est obligé de mettre en place une solution pour sécuriser la messagerie. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais sachez qu'il y a un… Donc on n'en fera pas. Donc on n'en fera pas. Mais il y a une boîte française qui est le numéro 2 mondial sur ça et qui propose, je ne sais pas si tu peux les citer, mais… Non. Non. Ok. Bon. Mais on ne les citera pas. Ok. Mais en tout cas, c'est important de sécuriser sa messagerie. Oui. C'est ce qui vous permettra de bloquer des mails ou de les ranger dans des spams en fonction du champ lexical ou s'il y a des liens justement douteux. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il analyse le mail avant de le déposer dans notre boîte, c'est ça? Ça. Alors là, nous, pourquoi ça a marché? Parce que je suis un expéditeur fiable. Bien sûr. Par rapport à toi, donc on partage le même domaine. Et ça, la fiabilité de l'expéditeur prime sur le contenu. Et c'est ce qui permet que, par exemple, entre ingénieurs de cybersécurité, on peut s'envoyer entre nous plein d'attaques, mais dans le cadre de notre métier, pour se former entre nous, se montrer des exemples, si la fiabilité de l'expéditeur ne primait pas, on ne pourrait pas faire ça. C'est quand même gênant. Voilà. Et ensuite, on a aussi des notions donc, de sauvegarde des données, évidemment. Alors, c'est pareil, il y a plusieurs solutions qui existent pour ça. En sachant que pour tout type d'attaque, la seule solution qui existe pour récupérer ces données, c'est la sauvegarde. Oui. Si vous n'avez pas, vous avez un ransomware, vous êtes attaqué, vos fichiers sont chiffrés. Si vous n'aviez pas de sauvegarde, vous ne récupérerez jamais vos données. Voilà, c'est clair, net et précis. Donc, là, on insiste vraiment, la seule possibilité face à toutes les attaques pour récupérer ces données, c'est de ces sauvegardes. Et sauvegarde, ce n'est pas une fois par an. C'est régulièrement et sur des supports fiables. On évite les clés USB. Les disques durs externes, c'est vraiment dans le pire des cas aussi. Mais c'est beaucoup mieux que rien. Si tous les jours vous sauvegardez sur votre disque externe, c'est très bien, mais ne le mettez pas avec votre ordinateur. Si vous perdez votre ordinateur, vous perdrez vos sauvegardes aussi. Donc faites attention. Mais on insiste,
La sauvegarde, c'est l'élément vital de vos données. Ensuite, on a tout ce qui est double authentification ou authentification multifacteur. Alors ça, c'est quelque chose qu'on préconise dès que vous pouvez le faire. Là, on a un exemple assez parlant. Alors, je ne vais pas évoquer voilà, les noms d'entreprise, mais où en fait, typiquement l'attaque brute force qu'on a vue, si derrière il y a une double authentification, il aura beau trouver le mot de passe, une fois que le hacker renseignera le mot de passe, ça lui demandera un code SMS, par exemple, un code reçu par SMS. Et là, s'il n'a pas votre téléphone, il ne pourra pas poursuivre l'authentification. Donc, vous êtes au courant de la double authentification parce que l'Europe a obligé les banques à demander une double authentification pour se connecter sur vos comptes ou faire des opérations, ajouter un bénéficiaire ou faire des virements parce qu'il y avait trop d'attaques là-dessus. Donc maintenant, toutes les banques vont vous demander une double authentification. Mais ne vous arrêtez pas à votre banque, il a raison, Kevin. Oui, c'est ça. Si des services le proposent, activez-le, c'est un conseil. Et dans le cadre de votre infrastructure, si vous exposez des services, serveur web, voilà, si vous avez un serveur web typiquement et que c'est une plateforme où les gens peuvent se connecter, on recommande de rajouter un mécanisme de double authentification. Et vous en avez parlé tout à l'heure de l'attaque, de la problématique du vol de votre identité, l'usurpation d'identité. La double authentification permet d'éliminer cette problématique-là. Parce qu'il va falloir votre téléphone ou il va falloir un appareil spécifique pour être capable de vous authentifier. Donc là, on est sûr que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Voilà. Et enfin, sauvegarder ses mots de passe. Alors, c'est surtout utiliser un coffre-fort de mots de passe. Le but, ce n'est pas que vous sauvegardez vos mots de passe dans un fichier texte sur votre ordinateur. En fait, le problème des mots de passe, souvent, c'est que pour qu'ils ne puissent pas être découverts par une attaque brute force, typiquement, on est obligé de mettre des mots de passe très longs. En moyenne, on dit qu'il faut au moins 12 caractères pour que ça devienne compliqué à déchiffrer via le brute force. Mais même 12 caractères, si on peut mettre plus, c'est mieux. Et en plus, il faut mettre des caractères spéciaux, c'est-à-dire trouver un mot de passe qui ne puisse pas être deviné, qui ne puisse pas être générique. Donc, le problème qu'on a avec ça, c'est qu'après, il faut s'en souvenir. Parce qu'en plus, on nous préconise d'avoir un mot de passe différent sur chaque plateforme. Et là, se souvenir de 30 mots de passe différents et compliqués et longs sur chaque plateforme, c'est impossible, en fait. Personne ne fait ça. Donc, soit on utilise tout le temps le même mot de passe, 2-3 mots de passe, soit on met des mots de passe simples. Et là, on se retrouve dans une situation où, si c'est des mots de passe simples qui peuvent être trouvés, et si c'est le même mot de passe partout, il suffit qu'un seul compte soit compromis et tous les autres peuvent l'être. Imaginez que vous mettez un mot de passe très compliqué sur un site web, mais que ce site web ne chiffre pas les mots de passe dans sa base de données. Ça peut arriver. Eh bien, vous aurez beau mettre un mot de passe très compliqué, si le site web se fait attaquer et que sa base de données se fait pirater et voler, ils vont pouvoir voir votre mot de passe en clair, et si vous l'utilisez partout le même, sur les autres services, il aura beau être chiffré, le hacker connaîtra votre mot de passe. Alors, comment on fait pour contrer tout ça, pour avoir des mots de passe sûrs, fiables, et qu'on n'ait pas besoin de s'en souvenir à chaque fois? En général, on utilise des solutions de type coffre-fort de mots de passe, et où en fait, le seul endroit après où on a besoin de se connecter, de renseigner son mot de passe, c'est ce coffre-fort de mot de passe. C'est un coffre-fort sur lequel on peut rajouter de la double authentification pour s'assurer que personne d'autre que nous ne puisse accéder à ce coffre-fort de mot de passe. Et ensuite, dans ce coffre-fort de mot de passe, on va pouvoir, alors souvent il y a des fonctionnalités pour générer les mots de passe automatiquement. Comme ça nous génère des mots de passe pas possibles, impossibles à deviner. Et en fait, ça va permettre de nous centraliser nos mots de passe et donc de gérer la problématique d'avoir 30 mots de passe différents et 30 mots de passe compliqués. Voilà. On a accéléré un petit peu parce qu'on a déjà débordé, on avait 45 minutes, on a déjà dépassé de 6 minutes, toutes nos excuses. En fait, on pourrait en discuter pendant des heures parce qu'on connaît bien le sujet et qu'il nous passionne. Donc, on espère que ça vous a plu. Donc, en conclusion, il y a beaucoup de bouleversements au niveau du numérique aujourd'hui, de ses usages, de son fonctionnement, des choses qu'il peut apporter pour les entreprises. Maintenant, il faut faire très attention, il faut être vigilant, il faut le savoir. Donc, ceux qui ont écouté le savent maintenant. Il y a des solutions, il existe des choses qui peuvent être mises en place assez facilement, assez rapidement. Donc, faites très attention. L'humain est important, les outils le sont aussi. Et donc, faites attention à vos données, c'est la vie de vos entreprises. Merci. Merci. Merci beaucoup.
Nicolas et Kevin. C'était très clair. Franchement, je suis contente parce que les 2 webinaires sur la cybersécurité qui normalement sont indigestes ont été vraiment très compréhensibles. Je ne crois pas qu'il y ait de questions sur le chat. Moi, j'en ai une qui m'est venue tout de suite là par rapport aux solutions de type coffre-fort pour les mots de passe. Oui. Est-ce qu'il existe des solutions gratuites? Bien sûr, il existe des solutions gratuites. Alors, il existe tout type de solutions. Il y en a des payantes et des gratuites. Nous, par exemple, on a une solution payante et j'explique pourquoi. Parce que comme on est une équipe et qu'on a besoin d'intervenir sur tout un tas de plateformes, mais qu'on a des dizaines et des dizaines de mots de passe, l'avantage d'avoir une solution payante, elle nous permet de partager, de faire des groupes de partage. C'est-à-dire qu'on peut dire, Kevin partage le mot de passe pour tes clients avec Nicolas, avec Bernard, avec X, Y, ou Z. Donc, ces solutions-là qui sont un peu plus compliquées, nécessitent quand même forcément d'être un petit peu, d'être payantes, quoi. Voilà. Mais maintenant, pour le particulier ou les petites entreprises, il existe des solutions absolument gratuites et qui fonctionnent extrêmement bien. Oui, sans aucun problème. Et vous les utilisez même dans le cadre de la famille. Si vous avez les mêmes mots de passe, si vous partagez les choses, aucun problème. L'avantage de ces solutions, c'est qu'elles vous permettent non seulement de stocker vos mots de passe, mais aussi, si vous les configurez correctement, de pré-remplir quand vous allez sur un site. Par exemple, si vous avez l'habitude d'aller sur le site de la SNCF, eh ben, il va détecter que vous allez sur le site de la SNCF et il va pré-remplir l'identifiant mot de passe, ce qui fait que vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer et vous allez vous connecter. Et ça vous permet aussi de vérifier que vos mots de passe, il vous dit, s'ils sont trop simples, il vous dit attention, le mot de passe que vous avez choisi est trop simple. Et il vous propose d'en mettre un autre. Donc oui, il existe des solutions totalement libres, gratuites, qui peuvent être utilisées et qui fonctionnent très bien. Dans les payants, souvent, il y a une fonctionnalité en plus qui est pas mal. C'est que en fait, les prestataires derrière scannent tout ce qui est forum de hacking ou sur le darknet, un peu partout où ils peuvent, pour essayer de voir si le mot de passe que vous utilisez a fuité dans une des fuites de données. S'il est compromis, voilà. quoi. Dans le cas où ils trouvent que votre mot de passe a été compromis, ils vous alertent et puis ils vous demandent de le changer pour le service en question. Voilà, il y a des avantages avec le payant, mais pour le particulier, tout à fait. Ou même les petites entreprises. De manière gratuite. Ok. Et comment faire, je ne sais pas si ça rejoint la question de Michel, comment être sûr en tant que particulier de choisir le bon et que finalement ça ne soit pas quelque chose de… Donc au niveau du logiciel pour les mots de passe? Oui. Comment je sais que c'est quelque chose de sûr et justement pas quelque chose qui va être détourné, hacké Alors, je vais faire une réponse qui va plaire à personne. En informatique, on n'est jamais sûr de rien. Ouais. Bon, ceci étant dit, voilà, ça fait peur à tout le monde. Non, après, il existe aussi des solutions qui sont connues depuis des années. Alors, pareil, ce qu'il faut regarder quand on choisit un logiciel, c'est depuis combien de temps il existe, est-ce qu'il est mis à jour régulièrement. Par exemple, on tape sur Google ou sur Quant, vous tapez coffre-fort à mot de passe, vous allez en voir des sites qui vont proposer les 5 meilleurs coffres-forts à mot de passe, etc. Regardez, renseignez-vous avant de l'installer, regardez, il y en a qui n'ont pas été mis à jour depuis 4 ans. Est-ce qu'ils sont fiables, ceux-là? Je ne pense pas. Par contre, même, il y a certains qui vont vous dire, attention, il y a une partie libre et une partie payante. Ceux-là, ils commencent à être fiables. C'est-à-dire qu'ils disent que pour le particulier, ils ne font rien payer. Et dès que vous êtes en groupe, dès que vous êtes en team, enfin en équipe, peut-être qu'il y a des fonctionnalités qui vont vous intéresser. Ceux-là, vous allez voir qu'ils sont mis à jour plus qu'une fois par an, c'est-à-dire des dizaines de fois par an par rapport aux failles de sécurité, par rapport à tous ces éléments-là. C'est des choses qui sont à ce moment-là assez fiables. Voilà. D'accord. Regardez, pareil, comme tout, mais ça, c'est valable pour tout type d'outils. Des outils que vous avez trouvés pour, je sais pas moi, modifier vos photos, pour dire, tiens, je veux un autre outil pour faire passer mes photos en noir et blanc, etc. Vous allez lancer ça sur Google, vous allez avoir des dizaines de produits. Regardez ceux qui sont le plus à jour. Allez, après, voyez aussi les types de forums. Si vous trouvez sur des forums qui vous ouvrent des pop-up, qui commencent à vous dire tout un tas de… On ferme tout de suite. Après, il y a des sites aussi grand public qui vous permettent de vraiment avoir des informations dessus. Voilà. Regardez le forum aussi. Ou demandez-nous. On le donnera, mais là, je ne vais pas le faire comme ça, mais on pourra en donner. Voilà. Ah, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à activer vos micros pour intervenir ou à les poser dans le chat. A priori, non. Bon, très bien. C'est parfait. Soit tout le monde dort, soit on est… Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas et Kevin. C'était vraiment très bien et très adapté.
Ben, Très clair, merci. Donc, vous voyez, tout le monde ne dort pas. Merci pour tous ces compliments, ça nous fait plaisir. Il y a une question pour le support. Est-ce que vous seriez d'accord pour me le transmettre afin que je Ah oui, l'envoie oui, aux je vous envoie participants? je vous envoie après le PDF et puis vous le transmettrez sans aucun problème. Ok, super. Il n'y Et avait pas trop de fautes. je crois pas. On l'a déjà relis, mais on vérifiera pour qu'il n'y ait pas de faute. Mais oui, on vous l'enverra dans la foulée, sans aucun problème. Et il y aura également le replay qu'on communiquera en général sur les réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui veulent le revoir, vous pourrez le faire via le replay également. D'accord. Ah, parfait. Et bien, ce sera envoyé. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à Bonne tous. journée.